Je présente le premier panel qui porte donc sur chercher des traces, tisser des liens, le titre que nous avons voulu lui donner. Nous accueillons Tiffaine Martin qui nous parlera de l'arborescence féministe formée par les héritières de Beauvoir, et Louise Barrière qui parlera des circulations internationales et des pratiques citationnelles des scènes punk féministes françaises. Normalement, nous devions accueillir Mireille Pradel pour nous parler de l'écriture autobiographique et autofictionnelle d'autrices ultramarines, donc des femmes migrantes, ex-colonisées à la langue métissée. Malheureusement, Mireille Pradel vient de nous informer qu'elle ne pouvait pas participer aujourd'hui. Enfin, voilà. Elle participera à la publication, j'imagine, j'espère en tout cas. Mais bon, elle n'est pas là aujourd'hui, donc on aura un peu plus de temps pour écouter Tiffaine Martin et Louise Barrière, c'est tant mieux de ce point de vue-là, et pour échanger ensuite, pour échanger, poser des questions, etc. Donc pour initier le colloque, quoi qu'il en soit, il s'agit d'un panel aux objets a priori très hétérogènes, mais qui prend pour objectif commun de réfléchir aux configurations des passations et des liens entre les artistes, et de se concentrer sur cette tentative de donner une forme à ces constellations créatives. Donc, nous commençons avec l'intervention de Tiffaine Martin. Tiffaine Martin est chercheuse en lettres au laboratoire Babel à l'Université de Toulon. Elle est également membre du comité éditorial des Simone de Beauvoir Studies. Après des recherches sur la femme rompue et le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, elle a mené son doctorat sur les récits de voyage dans l'œuvre autobiographique de Simone de Beauvoir à Paris Diderot, sous la direction de Julia Kristeva et d'Éric Levéel. Vous pouvez retrouver ces travaux qui vont de publications universitaires jusqu'à des documentaires, notamment un documentaire Arte, sur son carnet de recherche qui s'intitule « Voyage autour de mon cerveau » sur la plateforme Hypothèse. Aujourd'hui, Tiffaine, vous parlerez des héritières Beauvoir, donc vous avez bien du coup un peu plus que 20 minutes. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci à vous d'avoir accepté ma communication et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui grâce à votre formidable travail. Je vais y arriver. Alors, la critique Anne Ophir dans Regard féminin, paru en 1976, trace une ligne généalogique forte entre l'autrice Simone de Beauvoir et ses cadettes Christiane Rochefort et Claire Etcherelli. Nous souhaiterions agrandir et diversifier cette constellation beauvoirienne, depuis ses contemporaines jusqu'à nos contemporaines, afin de contribuer à la formation du matrimoine féministe artistique et d'envisager la mise à nu des mythes patriarcaux comme élément de la liberté féminine et de l'égalité femmes-hommes, puisque les exemples choisis peuvent faire parler et réfléchir et sentir. Rappelons dès maintenant que Beauvoir n'avait pas elle-même établi de véritable filiation féminine entre ses pratiques scripturales et son œuvre. L'écrivaine indique la Britannique Rosamond Lehmann comme source d'inspiration de ses premiers écrits de l'âge adulte, puis uniquement des hommes. Ou alors, elle ne parle d'aucune personnalité littéraire comme origine consciente de ses romans et pièces de théâtre. Notons simplement qu'elle rend hommage à Madame de Lafayette dans son article de 1927, La princesse de Clèves à Belleville, et dans sa conférence La femme et la création au Japon en 1966, ainsi qu'à de nombreuses autrices dans ses mémoires et dans le deuxième sexe. Beauvoir n'est jamais allée chercher d'histoire littéraire féminine ou mixte, alors qu'elle aurait pu en trouver à la bibliothèque Marguerite Durand, par exemple, puisque les écrivaines, journalistes et militantes féministes des siècles précédents avaient déjà effectué ce genre de travail historico-matrimonial. Nous avons choisi 3 axes d'analyse. Premièrement, la déconstruction des mythes de des féminités, à l'instar du chapitre mythe du deuxième sexe, à travers les ouvrages critiques de Geneviève Cellier, d'Iris Bray, de Mona Chollet et de Manon Garcia. Deuxièmement, l'écriture de la libération des femmes comme corps et comme individus situés socialement et historiquement. Hélène de Beauvoir, Gisèle Halimi, Benoît et Flora Groult, Françoise Debonne, Claudine Monteil, Annie Ernaux. Troisièmement, la mise en fiction de personnages féminins qui dérogent aux codes moraux et sociaux traditionnels et qui en payent ou non le prix. Marguerite Duras, Françoise Sagan, Christiane Rochefort, Claire Etcherelli, Tiffaine Day et Victoria Mass.
Dès la première page de l'introduction du tome 1 du deuxième sexe, paru en 1949, son autrice Simone de Beauvoir s'interroge avec une fausse gravité sur la féminité. On nous exhorte: soyez femme, restez femme, devenez femme. Tout être humain femelle n'est donc pas nécessairement une femme. Il lui faut participer de cette réalité mystérieuse et menacée qu'est la féminité. Celle-ci est-elle sécrétée par les ovaires ou figée au fond d'un ciel platonicien? Suffit-il d'un jupon à froufrou pour la faire descendre sur terre? Bien que certaines femmes s'efforcent avec zèle de l'incarner, le modèle n'en a jamais été déposé. On la décrit volontiers en termes vagues et miroitants, qui semblent empruntés au vocabulaire des voyantes. La magie est ici porteuse de maléfices masculins, loin des sorcières à la puissance invaincue, selon les termes de Mona Chollet. Beauvoir analyse ensuite les mythes plaqués par les hommes sur les femmes depuis des siècles. Tout mythe implique un sujet qui projette ses espoirs et ses craintes vers un ciel transcendant. Les femmes ne se posant pas comme sujet n'ont pas créé de mythe viril dans lequel se reflèterait leur projet. Elles n'ont ni religion, ni poésie. Oui, par contre, là, je ne peux plus lire mon texte. Ah, c'est pour ça, d'accord. Oui, parce qu'en fait, on avait un souci depuis le début, on ne voyait pas votre PowerPoint, mais c'est parce que du coup, vous avez le texte en même temps. Du Ouais. coup, on fait peut-être sans support visuel. Continuez D'accord, votre texte et tant pis pour le PowerPoint. ok. Elles n'ont ni religion ni poésie qui leur appartiennent en propre. C'est encore à travers les rêves des hommes qu'elles rêvent. Écrivaine elle-même, elle réduit son champ d'études, au final, à l'œuvre de 5 auteurs français et anglais du XIXe siècle et du début du XXe siècle, qu'elle classe du pire misogyne, Monterland, au plus proche féministe, Stendhal. Elle conclut cependant ce tome 1 par les mythes de la féminité dans la vie quotidienne de 1947-1948, soit les 2 années d'écriture du deuxième sexe. Son bilan est un appel à la bonne volonté des hommes afin qu'ils arrêtent d'imposer leur représentation figée aux femmes. 10 ans plus tard, en 1959, la situation sociale n'ayant pas vraiment changé, l'essayiste reprend la plume pour analyser le mythe féminin au cinéma dans son long article Brigitte Bardot et le syndrome de Lolita. Beauvoir est l'une des premières, sinon la toute première, à décrypter la signification du triomphe ambigu de Et Dieu créa la femme de Roger Vadim, sorti en 1956, et la nouvelle féminité incarnée par Bébé. Beauvoir déplore par exemple le peu de consistance des scénarios des films où joue Bardot et la mise en place, comme toujours, d'un regard masculin concupiscent sur l'actrice via des gros plans sur sa poitrine, son derrière, ses jambes, alors que pour Bardot, il s'agit de briser l'hypocrisie de la sexualité hétérosexuelle traditionnelle, faite de soumission au désir masculin. Bardot vit son corps à l'écran comme libre de toute contrainte, non en vue d'exciter un désir mâle supposé irrépressible et continu. Mais filmé par des hommes sexistes, sauf pour son dernier film de Nina Companese, où elle n'a pas le premier rôle, Bardot reste objet et non sujet. En 2005, Geneviève Cellier revient, en citant en référence l'article de Beauvoir, mais sans le commenter, sur le scandale bébé et sur Brigitte Bardot et la nouvelle vague, dans son ouvrage intitulé La nouvelle vague, un cinéma au masculin singulier. Cellier reprend les analyses de Beauvoir sur le mythe comme image à portée sociopolitique, loin de l'immanence, image construite par la partie de l'humanité qui s'est auto-désignée comme sujet unique face à l'objet femme. Cellier souligne également comment, dans les films de Louis Malle et de Jean-Luc Godard, les personnages joués par Bardot, réduits à la féminité, sont exclus du circuit de la créativité masculine, alors que Bardot imposera tout au long des années 1960 l'image d'une femme revendiquant son indépendance économique, professionnelle et amoureuse, image dont l'impact sur les jeunes femmes de cette génération fut important. La critique met en avant le lien entre imaginaire masculin et poids de ce conformisme sur les femmes dans la réalité, alors même que, dans le cas de Bardot, son existence et ses déclarations démentent glorieusement la niaiserie des rôles que les réalisateurs lui font incarner. D'après notre propre écoute de la grande traversée de France Culture consacrée à Bardot au cours de l'été 2020,
C'est l'imaginaire filmique qui prime dans les médias radiophoniques et télévisuels, particulièrement quand l'actrice lance son combat pour les droits des animaux non humains, dans les années 70. Les journalistes sont condescendants avec elle, et les réactions masculines du public, des pêcheurs et des chasseurs, sont méprisantes. Que vient faire un objet sexuel sur notre banquise, dans notre terrain de chasse, bref, à l'extérieur de l'écran et du foyer? Cette perturbation hors écran d'une femme qui refuse d'être la ravissante idiote, titre pourtant ironique d'un de ses films, reste présent dans la société occidentale du XXIe siècle. Dans Le regard féminin, une révolution à l'écran, sorti en 2020, qui commence par une citation non référencée de Simone de Beauvoir, la critique Iris Bray dévoile ses attendus en matière de minage des anciens attendus sexistes. Je pense aussi que l'analyse de films et de séries à travers le prisme du film female gaze peut être une manière d'allier féminisme et esthétique, de lier les études de genre à la critique de cinéma. Une telle analyse peut permettre de sortir de l'opposition entre l'approche féministe textuelle, laquelle se fonde sur l'analyse du scénario au détriment de la mise en scène, et la défense absolue de l'esthétique par la critique cinéphile française. Il faut désacraliser le culte de l'auteur et se réjouir que le féminisme éclaire notre manière de regarder les films. Tout comme Cellier, Bray souligne le poids d'une analyse masculine qui laisse volontiers de côté tout ce qui pourrait remettre en cause la posture du créateur, intouchable dans ses choix scénaristiques. Les seuls critiquables sont, généralement, les réalisateurs de comédies populaires, car grossissant la réalité qu'ils décrivent et faisant rire franchement, au lieu d'élever mécaniquement l'humour vers la dérision, l'ironie, la réflexion, le second degré, voire le drame. Bray ajoute un élément à l'analyse de Cellier, à savoir que les critiques féministes en études cinématographiques n'envisageraient, elles et ils aussi, qu'un aspect du film, à savoir le texte. Bray appelle ainsi à un décryptage global de la pellicule grâce à une approche démythifiée. 2 ans avant l'ouvrage d'Iris Bray, Mona Chollet, dans Sorcière, la puissance invaincue des femmes, paru en 2018, souligne avec force la profondeur des bouleversements dus à des propos uniquement féminins lors de la vague MeToo. Ce que l'on désignait par la formule convenue de libération de la parole avait presque l'effet d'un sort, d'une formule magique, déchaînant orages et tempêtes, semant le chaos dans notre univers familier. Les grands bins de notre culture tombaient comme des dominos, et ce qui, sur les réseaux sociaux, nous prêtait une volonté de censure quand nous relayions ces changements de perspective brutaux, trahissait sans doute leur affolement de sentir le sol se dérober sous leurs pieds. Tout comme les critiques masculins de cinéma, les médias et les personnalités en général se heurtent, enfin, à la réalité de leur entrave à la liberté des femmes. La magie est ici bénéfique, car féminine, loin du flou de la féminité imposée par le patriarcat. Les dires précis et argumentés des victimes brisent les carcans des mythes. Tout comme chez Christiane Rochefort et les autres autrices sous influence beauvoirienne de nos deuxième et troisième parties. Nous terminons ce premier tour d'horizon avec l'ouvrage de Manon Garcia, On ne n'est pas soumise, on le devient, paru en 2018. Ce n'est pas parce que leur mari est particulièrement mauvais ou leurs enfants particulièrement ingrats que leur existence est telle qu'elle est, mais parce qu'elles sont femmes. Et à ce titre, elles sont destinées à la soumission, alors qu'en tant qu'être humain, elles aspirent à la liberté. Manon Garcia reformule la pensée beauvoirienne en mettant en relief la charge mentale qui pèse sur les femmes tant qu'elles n'ont pas fait imploser les mythes dans leur quotidien. La peintre féministe Hélène de Beauvoir, sœur cadette de Simone de Beauvoir, a été féministe de la deuxième vague du XXe siècle, notamment en créant en 1975 une structure d'accueil pour les femmes battues à Strasbourg avec d'autres militantes. L'écrivaine a ainsi demandé à la peintresse d'illustrer sa nouvelle La femme rompue lors de la parution de ce récit dans le magazine féminin Elle, à l'automne 1967. En outre, l'étoile d'Hélène de Beauvoir participe de son combat contre les inégalités de genre en mettant en avant des corps féminins nus, prisonniers des dictats masculins, judiciaires ou nucléaires. Les titres de 1977 et de 1983 sont parleurs. La chasse aux sorcières est toujours ouverte.
Bon, je vais quand même essayer de partager mon écran parce que sans voir les... Voilà. Donc la chasse aux sorcières est toujours ouverte. Les femmes souffrent, les hommes jugent. Les mortifères. Et enfin, les cavaliers sont passés en 1983. Les couleurs des tableaux sont froides. Les seules touches de couleur chaude, du rouge, soit sont atténuées et attribuées aux hommes, donc au bourreau des femmes, soit font ressortir la terreur qui règne quand les hommes, après avoir tué les femmes, s'emparent du monde naturel. Françoise Debonne, amie du clan Beauvoir, et son écoféminisme ne sont pas loin, tout comme la dénonciation de l'emprise des mâles sur le corps féminin, très présent dans l'œuvre de Simone de Beauvoir. Notons que Les femmes souffrent, les hommes jugent est né après le témoignage d'Hélène de Beauvoir en faveur d'une mère accusée d'infanticide, comme le rappelle sa biographe et amie Claudine Monteil dans Les Sœurs Beauvoir. Les combats pour les droits des femmes dans la seconde moitié du XXe siècle et leur transcription artistique et mémorielle sont ceux de Simone et d'Hélène de Beauvoir, mais aussi ceux de la diplomate et écrivaine Claudine Monteil, de l'avocate Gisèle Halimi, des écrivaines Benoît et Flora Groult, de l'écrivaine et militante politique Françoise Debonne. Après avoir vécu mai 68 en direct à Nanterre en tant qu'étudiante en lettres, Claudine Monteil s'est lancée dans les mouvements féministes des années 70. Dans Simone de Beauvoir, le mouvement des femmes Mémoire d'une jeune fille rebelle, sorti en 1995, elle raconte comment elle a participé à l'écriture du Manifeste des 343 et à l'occupation du centre du Plessis-Robinson en 1971, entre autres combats. Pour le Plessis-Robinson, ces jeunes adolescentes enceintes, qui souvent avaient été violées par leur père, par un oncle ou par un prétendu ami de la famille, ne pouvaient obtenir, faute de moyens, un avortement clandestin dans de bonnes conditions. À leur malheur d'être pauvres et violées s'ajoutait le fait qu'elles étaient automatiquement chassées du lycée lorsque le corps enseignant découvrait leur grossesse. Elles n'étaient même pas autorisées à retourner à l'école après la naissance de l'enfant. Puis Claudine parle d'une scène qu'elle a vue au Plessis-Robinson, où elle militait. Le père arriva, saisit sa fille par les cheveux, la jeta à terre et commença à la battre. Enceinte de 8 mois, l'adolescente hurlait de douleur. Cette situation rappelle fortement une scène du film irlandais de Peter Mullan, The Magdalene Sisters, sorti en 2002. Les héroïnes de ce film, elles aussi violées et victimes de pédocriminels, sont emprisonnées dans des foyers tenus par des religieuses catholiques, où sont morts plus de 9000 bébés entre 1922 et 1998, et pour lesquels la République irlandaise a demandé pardon officiellement le 13 janvier 2021. En France, les deux actions de 1971, donc le Plessis-Robinson, le Manifeste des 343, sont soutenues et médiatisées par Simone de Beauvoir, dont Claudine Monteil devient l'amie. La bataille juridique pour la légalisation de l'avortement et l'abrogation de la loi scélérate de 1920 est principalement menée à Paris par l'avocate Gisèle Halimi, proche de Simone de Beauvoir, avec laquelle Halimi cofonde l'association Choisir et dont la trésorière n'est autre que l'écrivaine Christiane Rochefort, dont nous parlerons dans notre troisième partie. Halimi, tout comme l'écrivaine Claudine Monteil, n'imite en rien le style de Beauvoir dans ses écrits, mais se situe dans la droite ligne du deuxième sexe et des mémoires de Beauvoir dans sa dénonciation des crimes commis contre les femmes. Après avoir coordonné avec Beauvoir le recueil de témoignages en faveur de la jeune résistante algérienne Jamila Boubacha en 1960, Jamila Boubacha violée par des parachutistes français, Halimi a publié La cause des femmes en 1973, avec en exergue la célèbre citation du chapitre Enfance du deuxième sexe: On ne naît pas femme, on le devient. L'avocate y retrace brièvement l'histoire de l'asservissement quotidien légal des femmes en France. Elle consacre quelques paragraphes au mythe de la femme vue par les écrivains, puis plusieurs pages à l'histoire des femmes, en a condensé du tome 1 de l'essai beauvoirien.
Elle retrace ensuite son enfance, c'est-à-dire le début de son militantisme féministe, avant de raconter avec précision le procès de Bobigny, de plaider pour la contraception et l'IVG et de conclure par un appel à une rébellion attentive et active. Mais attention à la liberté octroyée aux femmes. Et il y a tant de stratagèmes pour dire cela avec des fleurs. À la place du colonialisme, nous serions mûrs pour le néocolonialisme. Tout aura changé en fait. La sexualité, le partage des tâches, le langage. Une autre manière d'appréhender la vie. Un partage juste et égal entre deux égales libertés. Halimi n'attend plus l'aide d'un parti de gauche, contrairement à un des souhaits de Beauvoir à la fin du deuxième sexe, et invite à la vigilance, en rappelant que la situation des femmes a de fortes ressemblances avec celle d'une personne colonisée. Pour mémoire, rappelons que l'avocate écrivaine fait paraître les textes du procès de Bobigny, 1972, et du procès d'Aix, 1978, ainsi que les actes du colloque Choisir de donner la vie, 1979, tout en consacrant plusieurs volumes à sa propre existence, dont Le lait de l'oranger, Fritna, Avocate irrespectueuse et Une farouche liberté, paru en 2020. C'est en 2001 que l'autrice de Simone de Beauvoir, Mon ami le castor, paru en 1986, et du Sexocide des sorcières, paru en 1999, donc Françoise de Bonne, rassemble l'ensemble de ses mémoires irréductibles, sous-titrées De l'entre-deux-guerres à l'an 2000. Elle y narre dans son style intrépide et féroce l'horreur d'une enfant abandonnée à elle-même et d'une femme qui abat à un les tabous de son éducation catholique avant de militer dans les mouvements féministes des années 70, après avoir été résistante pendant l'occupation, et avant de cofonder le phare et de mettre au goût du jour le terme d'écoféminisme, tout en défendant Beauvoir lors du scandale médiatique de 1949, lors de la parution du Deuxième sexe. Puis, dans les années suivantes, par des essais et romans féministes. Parmi tant d'autres, nous citerons le livre jeunesse Chevrette et Virginie, paru en 1958, où les deux héroïnes, blanches, françaises et nobles, quittent l'île Maurice pour les Indes. Malheureusement, la joyeuse révolte égalitaire de Jeanne et Virginie ne s'étend pas à leurs esclaves mauriciennes, qui parlent dans l'habituel langage raciste yabon, attribué aux personnes à la peau noire par les romanciers, romancières, chansonniers, chansonnières, puis par les cinéastes français, françaises, au moins à partir du XIXe siècle via les récits de voyage français, soit à partir de la deuxième vague de colonisation européenne, sans surprise. Responsabilité de l'écrivaine, pourtant peu portée sur le maternalisme et le racisme, ou de l'éditeur Hachette. Ça, je n'en sais rien pour l'instant. À retenir également est la manière très beauvoirienne d'utiliser les chapitres du tome 2 du Deuxième sexe, l'expérience vécue, pour décrire dans ses mémoires, a posteriori, son éducation de fille française née en 1920. Les tabous corporels et sexuels sont soigneusement entretenus par la religion catholique, le manque de confiance en soi, l'absence de contraception, les avortements clandestins. De Bonne établit une différence nette entre désir et amour, ce qui ne va pas de soi pour une femme. Elle parle d'un de ses amants. Chaque nuit avec lui était une victoire sur la mort et une revanche sur ma jeunesse piétinée et jetée au vent. Je faillis de peu en tomber amoureuse. Heureusement, ce suprême péril me fut épargné. Un peu plus loin, la vérité, c'est qu'on m'avait tellement dévalorisée avec l'éducation chrétienne, la pauvreté touchant à la misère, avec l'irréalisme total de mes parents. Ridicule impossibilité. Cette jeune fille qui fut moi, je ne me résigne pas à ce qu'elle soit perdue à jamais. Qu'au moins ces galères servent un embarquement plus lucide des adolescentes qui la liront. Les mémoires sont pensées comme utilitaires, politiques, loin d'une écriture de soi féminine, vue par les critiques masculins comme centrée sur elle-même et futile, bien entendu, encore une fois. C'est une démarche similaire que Benoît de Groult entreprend en 1975 dans Ainsi soit-elle, puis en 1987 dans Histoire d'une évasion. Deux titres qui utilisent la troisième personne et l'article indéfini afin de souligner le relatif anonymat et la facile identification à son histoire personnelle, car genrée.
Soulignons la participation de Groult dans les années 1980 aux commissions sur le langage non sexiste, qui a débouché sur la circulaire du 11 mars 1986 sur la féminisation des noms de métiers, fonctions, grades ou titres. Ces réunions, objet de l'attaque des masculinistes de l'Académie française et des journaux, étaient présidées par Groult, en accord avec la ministre socialiste des droits des femmes, Yvette Roudy, cofondatrice avec Simone de Beauvoir de la Ligue du droit des femmes en 1974. Benoît Groult, écrivaine et militante féministe, a lutté par ses écrits et par ses engagements politiques à changer la perception de notre univers au plus égalitaire. Être soi, c'est aussi pouvoir se nommer avec des termes corrects. En 2016, Annie Ernaux poursuit la déconstruction intersectionnelle de son chemin de vie dans Mémoire de fille, pensée comme hommage actif aux mémoires d'une jeune fille rangée, parue en 1958. Tout comme Beauvoir, mais avec son écriture blanche et dans une classe sociale populaire, Ernaux narre le choc amoureux de classe politique sexiste et sans aucune sororité qu'elle reçut à l'été 1958, lorsqu'elle était monitrice catholique provinciale totalement apolitique, au milieu de jeunes de la classe moyenne plus ou moins engagés au sein des jeunesses communistes. Là où Beauvoir analysait la transformation de son infériorité sociale en sentiment de supériorité de genre au sein de sa classe, la bourgeoisie parisienne, Ernaux fait un état minutieux et âpre des humiliations subies au cours des semaines dans cette colonie de vacances. Longue progression vers la rupture avec sa famille et le milieu bourgeois pour l'une, rude déchirement d'un entre-deux classes et traumatisme profond pour l'autre. À 60 ans de distance, cependant, un constat identique, qu'il est dur d'être né femme et qu'on est seul sur la route de la libération. J'en viens à ma troisième partie. Quand l'harmonie de soi va à l'encontre des codes sociaux et moraux de la société patriarcale, cela donne des œuvres singulières, bien entendu, mais se ressemblant finalement par les problèmes soulevés, à savoir le manque de liberté féminine et le prix qu'elles en payent. Que ce soit dans L'amant de Marguerite Duras, paru en 1984, ou dans Le garde du cœur de Françoise Sagan, paru en 1968, les héroïnes doivent se résigner à rentrer dans une norme amoureuse et sexuelle. La narratrice de L'amant est l'écrivaine elle-même, qui raconte sa passion adolescente pour un Chinois plus âgé qu'elle, dans l'Indochine coloniale des années 1930, où sévit la ségrégation dans les bus, notamment. Mais la perte de la virginité avec un colonisé qui l'entretient la met au banc de la société française, ce qui perturbe la mère de Duras. Tu sais que c'est fini, que tu ne pourras jamais plus te marier ici à la colonie. Je hausse les épaules, je ris. La jeune femme ose narguer les rites immuables du clan colonial et refuse de s'y enfermer, au moins jusqu'à son départ pour la mère patrie. Histoire d'un amour inoubliable, magnifié par l'écriture des années après la rupture imposée par les conventions coloniales et chinoises, puisque l'amant est déjà fiancé à une femme de son pays, et que lui aussi finira par se courber devant le racisme, celui anti-occidental. Au final, c'est Duras qui est victorieuse, puisque sa folle existence a été un feu d'artifice et de pied de nez au tabou, dont ceux de la misogynie, puisque, à l'instar de Sagan, elle signe le manifeste des 343 en 1971. À bien des égards, la vie de Françoise Coirez, dite Sagan, rejoint la démesure de Duras, quoiqu'étant issue de milieux différents. Nous avons cependant choisi de nous intéresser à une fiction et non pas au volume d'entretien et de souvenirs de l'autrice. Le garde du cœur est narré à la première personne, raison pour laquelle nous l'avons rapproché de l'amant. Comme chez Duras, la scénariste hollywoodienne Dorothy Seymour est confrontée au désir masculin, ce qui l'ennuie légèrement, même si elle aime faire l'amour. En attendant, le souverain de mon cœur, de mon corps, tout au moins, devait être Paul Brett ce soir-là, et j'en bâillais d'avance. En le regardant ce soir-là, je ne voyais en lui qu'un blondinet. Derrière l'humour pointe la presque résignation à une assignation au sexe hétérosexuel, au couple puis au mariage, le tout forcément épanouissant. Dorothy est ensuite confrontée à un autre aspect du régime paternaliste,
à savoir le soi-disant besoin de protection des femmes. Voilà. Je sais bien que vous me trouvez trop jeune, que vous préférez Paul Brett et que je ne vous plais pas, mais je peux quand même vous protéger. Lewis, acteur en devenir recueilli par Dorothy, lui impose sa propre envie d'être valorisée et d'avoir ainsi du pouvoir sur elle. Il supprime 3 hommes et une femme qui ont fait du mal à son hôtesse sans que celle-ci puisse s'en empêcher. C'est la manière qu'a Lewis de la posséder, lui qui est sexuellement impuissant et qui tente d'ailleurs de l'étrangler. Que ce soit avec Paul ou avec Lewis, Dorothy n'a pas son mot à dire. Sa seule issue est de se marier avec son amant et d'interdire provisoirement à Lewis de tuer des gens sans son accord. Sa marge de liberté est faible, seule lui reste la parole, la communication, pour survivre dans un univers empli de mythes masculins. La femme est épouse parfaite, l'idole à qui on apporte des victimes fumantes. Si Dorothy ne s'en sort pas si mal, c'est qu'elle vit à une époque où les combats millénaires pour l'égalité femmes-hommes ont fait bouger un peu les structures du corps social occidental. L'écrivaine Victoria Mass rappelle, dans ce roman Le bal des folles, paru en 2019, que pour avoir osé se différencier en plein XIXe siècle français, la jeune bourgeoise Eugénie et ses consoeurs moins fortunées sont enfermées dans des asiles. La jeune fille a eu l'imprudence de se dévoiler après la lecture d'un livre spirit. Ce livre m'a fait comprendre que je n'étais pas folle. Pour la première fois, j'ai eu le sentiment que je n'étais pas la normale au milieu de la foule, mais bien la seule normale au milieu des autres. De manière classique mais efficace, l'écrivaine inverse les standards afin de provoquer la réflexion des lecteurs et lectrices, ainsi que l'empathie pour ses personnages, sans déroger à la logique sociale. Les femmes des classes les plus démunies restent enfermées, soumises aux examens et au voyeurisme des médecins et du public, tandis que le frère d'Eugénie parvient à la faire évader car il possède les moyens financiers pour briser la tutelle juridique de leur père. Victoria Mass montre ainsi que la passivité que les hommes attribuent à la nature des femmes est bien une construction sociale mortifère, qu'il s'agit de leur enfoncer coûte que coûte dans la tête et le corps par la religion, par la médecine, par l'enfermement, bref, par la violence. De même, dans Les Contes à rebours de Tiffen Day, texte théâtral publié en 2016, la comédienne et metteuse en scène a souhaité remettre à l'endroit ces histoires qui nous sont livrées à l'envers, dont la morale est retournée, marche sur la tête, où les victimes sont les coupables et les bourreaux nos soi-disant alliés. Comme elle nous l'a confié dans l'interview que nous avons publiée dans notre carnet de recherche. Sa Excusez-moi, réflexion Tiffaine. approfondie. Oui, juste, Louise va prendre la parole, il faudrait finir. Mais voilà, je vous D'accord. prenez le temps, mais on va passer à Louise après. D'accord. J'ai encore une page et demie, est-ce que ça va? Bah, faites vite, mais oui, oui, allez-y. Sa réflexion approfondie sur le poids des carcans patriarcaux qui brisent les femmes dans la réalité décrit ainsi le viol à travers le personnage de la petite sirène. Donc je passe à citation. Le viol est bien réel, tout comme l'aphasie qui s'ensuit. La solution proposée par l'autrice est l'entraide féminine et féministe dans un phalanstère non mixte afin de se décoloniser. Christiane Rochefort emploie des termes similaires dans sa préface au Regard féminin d'Anophir. Je passe également la citation. Comme chez Beauvoir et d'autres, c'est le vocabulaire de la colonisation, de la violence et de l'esclavage qui vient naturellement sous la plume de Rochefort. L'écrivaine souligne également la complicité du langage créé par et pour les mâles. La féminine universelle de Tiffen Day et le langage non sexiste prôné par Benoît Goult et consoeurs ne sont pas loin. Claire Etcherelli, journaliste et écrivaine, va dans le même sens, toujours dans l'ouvrage d'Ophir, là aussi je passe la citation. Encore et toujours, sans relâche, opposer l'écrit et l'oral aux ordres patriarcaux, le verbe partout tout le temps. Conclusion. Notre conclusion sera brève. Nous espérons avoir démontré la richesse des héritières de Beauvoir, qu'elles soient directement influencées par ces théories ou que celles-ci infusent durablement le champ des sciences humaines. Chez les écrivaines que nous avons citées, il existe bien un passage de mémoire féministe et beauvoirienne, avec des racines profondes et de belles branches, ainsi qu'une volonté tenace de ne pas céder au patriarcat, quelle que soit la longueur du chemin à parcourir et les obstacles à surmonter. L'important est de parler, de dire je et nous, en se souvenant
grâce à la conclusion du deuxième sexe, que la féminité est définie par les hommes, que la magie masculine est un leurre dangereux et, je cite, qu'il n'en faut pas conclure que ses ovaires la condamnent à vivre éternellement à genoux. Je vous remercie. Merci Tiffaine Martin pour cette communication très intéressante qui dresse un bilan très complet d'une littérature qu'on pourrait dire effectivement, comme vous venez de le dire, en fait, féministe dans la seconde moitié du XXe siècle. Alors, bon, nous prendrons le temps des échanges et des réponses aux questions à la fin du panel. Alors, eh bien, peut-être d'abord une question pour Tiffaine. Je vous ai mis le lien dans le chat du Zoom si vous voulez aller voir directement. Tiffaine, quelqu'un vous demande, vous dit, vous avez évoqué l'héritage en arborescence de la pensée de Beauvoir. Depuis un certain nombre d'années, on assiste aussi au développement d'une pensée féministe qui prend ses distances vis-à-vis de Beauvoir. Est-ce qu'on pourrait ensuite parler d'une contre-arborescence, du coup, d'une pensée féministe qui se développe en rejet de cette figure primordiale ou originelle en France? Alors, merci pour la transmission de la question. Comment dire? Il y a toujours eu une contre-pensée beauvoirienne, des contre-écrivaines, écrivains qui ont réagi contre Beauvoir ou qui ont choisi d'autres voies sans même penser contre Beauvoir. Hein. Donc, c'est pas maintenant que ça se passe, c'est depuis le deuxième sexe, en fait, depuis 49. Donc, que vous dire? Oui, effectivement, tout à fait. Ceci, c'est une question intéressante. Il y a effectivement une contre-arborescence. On a bien sûr Lucie Rigaret, Hélène Cixous, etc., etc. Pour les plus célèbres et qui continuent visiblement, de ce que j'en ai eu comme témoignage de leurs étudiantes, à dire encore et encore et encore du mal de Beauvoir, quasiment à chacun de leurs cours. Bon, voilà. Sinon, honnêtement, j'ai en 2018, oui, en 2018, j'ai participé à un colloque à Nice sur les réceptions de Beauvoir et il y a eu une communication très intéressante sur une militante politique d'extrême droite qui s'appelle Eugénie Bastier et qui, dans un de ses livres, alors malheureusement je ne me souviens plus le titre, dont j'ai oublié le titre, qui alors se revendique de Beauvoir, mais pour mieux ensuite l'attaquer. Enfin, c'était visiblement une pensée assez étrange. Donc il y a ça aussi. Voilà. Mais c'est pas nouveau. De même que la soi-disant misogynie de Beauvoir, de même que son soi-disant racisme, parce que dans le deuxième sexe, elle n'aurait pas, ce qu'il faut, parler des femmes colonisées et des hommes colonisés. C'est faux. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont un petit peu anciennes et qui sont un petit peu lassantes, j'avoue. Voilà. Alors moi, du coup, j'en profite pour compléter cette question. Moi, c'est parce que du coup, je travaille précisément sur parce que vous avez appelé les héritières, mais qui sont Christiane Rochefort, Françoise Daubonne, etc. Et justement, alors pour Christiane Rochefort, je ne sais plus exactement, mais Françoise Daubonne, il me semble, c'est jamais vraiment considérée comme une héritière. Elle c'est plutôt, moi, je me rappelle avoir lu des textes de Daubonne qui disaient qu'il la plaçait quasiment à l'égal de Beauvoir en disant qu'elle avait voulu écrire le complexe de Diane, je crois que Oui, c'est ça tout le à titre fait. du livre, Oui, et que en fait le deuxième sexe était sorti au même moment, mais qu'en fait ça aurait pu aussi bien être elle qui aurait eu cette espèce ah. de gloire. Enfin bref, je m'interrogeais moi là-dessus sur ça. Je ne la voyais pas comme une héritière, Françoise Daubonne. Alors je ne sais pas si vous pouvez en parler un peu ou pas. Alors, je ne suis pas spécialiste de Françoise Debonne. Hein. La spécialiste de Françoise Debonne a sorti sa thèse, enfin a publié sa thèse sur Françoise Debonne il y a 2 ans, je crois. Donc, je vous renvoie à ses travaux. Et cette docteure fait reparaître aussi, ce qui est très bien, les textes de Françoise Debonne. Donc, enfin, on a des éditions nouvelles. Donc, moi, tout ce que je sais de Françoise Debonne, c'est d'après ses textes à elle, hein, et notamment de ce qu'elle dit de son rapport à Beauvoir dans sa biographie Mon ami le castor, donc sortie en 86, juste après le décès de Beauvoir, où elle se place dans sa lignée, bon, tout en la critiquant évidemment et heureusement, parce que si on fait de Beauvoir une idole, on n'est pas sorti de l'auberge non plus, c'est pas le but non plus. Donc voilà. Pour ce qui est de la sortie, alors,
La sortie du complexe de Diane, alors qui est de 54 et non de 49, si je ne m'abuse, donc 5 ans après le deuxième sexe, qui aurait pu, oui, bah, ça aurait pu, mais si ce n'est que Françoise de Bonne en 54, ou même si ça avait été sorti en 49, n'avait absolument pas la même renommée que Simone de Beauvoir. Là, après, on tombe dans tout ce qui est réception médiatique. Ce qui est encore un autre sujet. Simone de Beauvoir, en 49, était, alors, de manière bien sexiste, Madame Sartre, la compagne de Sartre, la grande sartreuse, la muse de l'existentialisme, de ses dévoyés, de ses débauchés de Saint-Germain-des-Prés, etc., etc., etc. Donc, succès de scandale. Elle était aussi journaliste au Temps moderne, revue qui attaquait beaucoup le général de Gaulle, alors qui n'était pas encore revenu à la tête de l'État, bien sûr, mais qui faisait encore de la politique. C'était une romancière à succès, puisqu'elle avait déjà publié L'invité pendant l'occupation en 1943, Tous les hommes sont mortels, Le sang des autres. Elle a fait jouer sa pièce de théâtre, toutes les bougies inutiles en 1945. Bon, voilà. Bon, le deuxième sexe a aussi frappé parce il y avait eu des extraits publiés dans les temps modernes qui ont fait scandale, alors sur la lesbienne et sur la maternité. Donc, il y a eu une espèce d'agitation médiatique qui a explosé quand le livre est sorti. Et donc, Beauvoir a été attaqué de la droite à la gauche. Il y a d'ailleurs un ouvrage très très bien qui rassemble tous ces articles sous la direction d'Ingrid Gastler, qui s'appelle donc Le scandale du deuxième sexe, et qui montre bien à quel point les critiques n'avaient effectivement pas lu, mal lu. Bon. Et Françoise de Bonne, d'ailleurs, fait partie des rares défenseuses du deuxième sexe à l'époque, puisqu'elle a répondu. Alors, elle a publié ça soit dans le Figaro, oui, parce qu'elle a répondu à l'enquête de François Mauriac sur justement l'influence de ces livres pernicieux sur notre belle jeunesse catholique. Et donc, Françoise de Bonne a pris cette plus belle plume pour répondre que ce n'était pas tout à fait ça. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas si Tiffaine, vous avez accès au pad, mais d'autres questions seront certainement posées. On va passer un peu à Louise. Alors, il y a d'autres questions qui sont... Ah, merci d'avoir barré, c'est parfait. D'autres questions qui sont en train d'être posées à Louise. Alors, je te laisse les regarder pour pouvoir y répondre ensuite. Moi, j'avais une question qui me revenait pour Tiffaine, c'est-à-dire que c'est toujours par rapport à mes propres travaux, mais en fait, il y a une question sur le pad à laquelle on a déjà un petit peu répondu, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des réappropriations antiféministes de Beauvoir? Bon, on a déjà parlé de certaines personnes dont on n'a pas forcément envie de répéter le nom, mais est-ce que, disons, ma question, si je pouvais la formuler, est-ce qu'il y aurait, entre toutes les écrivaines que vous avez citées, des manières de tisser des liens entre elles qui les inscrivent dans une constellation proprement féministe, à votre avis? Parce que c'est toujours un problème, ce truc-là, de qui est féministe, qui ne l'est pas. Par exemple, on a cité Sixou, qui longtemps n'a pas voulu dire qu'elle était féministe, etc. Est-ce qu'il y a comme ça des manières de créer des liens qui font politique un peu, pour faire le lien avec ce que disait Louise aussi tout à l'heure? Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que pour ma communication, j'ai utilisé le mot héritière, alors qui effectivement peut poser problème. Parce que les écrivaines que j'ai citées ne se déclarent pas forcément effectivement héritières de Beauvoir, notamment ses contemporaines. Bon, est-ce qu'on peut hériter de quelqu'un qui est encore vivant? Telle est la question. Et sinon, pour ce qui est de comment dire? Oui, de votre question sur la politique, les féministes et tout ça. Alors, c'est tout le problème du mot féministe. Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce qu'on est féministe? Est-ce qu'être féministe, c'est simplement, c'est lutter pour l'égalité femmes-hommes. Donc, il y a différentes manières, soit se séparer totalement du monde masculin, soit y continuer à y être, mais à ne plus accepter certaines attitudes, certaines paroles. Comment dire? Et pour ce qui est de la... Je peux peut-être Oui, vous aider. En fait, j'ai trouvé une meilleure manière de formuler ma question, entre-temps, pour éviter de s'embourber dans qu'est-ce qui est du féminisme ou qu'est-ce qui n'en est pas, parce qu'on sait que c'est une question
on n'aura jamais répondu. Non, mais en fait, c'est ça. J'ai fini par réussir à le formuler. Louise a évoqué dans sa propre communication le livre de Sarah Ahmed, donc Living a Feminist Life, qui parle de pratiques citationnelles et qui montre que, par exemple, en théorie, que ce soit la théorie générale ou que ce soit la théorie féministe, on fait de la théorie à partir du moment où on cite des théoriciens ou des théoriciennes qui citent elles-mêmes ou eux-mêmes des théoriciens, des théoriciennes, etc. Donc, j'en reviens à la question finalement des constellations créatrices et des configurations de tout ça. Est-ce que vous avez remarqué dans les écrits des femmes que vous avez cités des pratiques citationnelles qui les inscrivent dans un réseau proprement féministe? Voilà, ma question est plus précise comme ça. D'accord, merci. Alors, pour ce que je connais de Duras et de Sagan, non. Pour ce que je connais de Françoise de Bonne, plus, je pense, mais pareil, à retravailler en finesse, en reprenant vraiment donc, le complexe de Diane, son gros volume de mémoire irréductible, qui fait 1100 pages, mais qui est excellent, etc., pour être vraiment précise. Pour Françoise de Bonne, je pense qu'il y a une pratique citationnelle. Pour Christiane Rochefort et Claire Etcherelli, de ce que j'en connais, pour Christiane Rochefort, j'ai lu l'ensemble de son œuvre romanesque, mais je n'ai pas trouvé pour l'instant de souvenirs, de mémoire, etc. Je n'ai pas... Non, il n'y a pas de pratique citationnelle non plus. Chez Rochefort, il y a un tel travail sur le langage qui est absolument fabuleux que pour moi, c'est quasiment une autocréation. Bon, c'est jamais possible à 100%, bien sûr, mais là, il se démarque vraiment de toute la tradition littéraire, même du mouvement structuraliste de son époque. Donc, pour Claire Etcherelli, c'est pareil, je n'ai lu que ses romans, donc, et je n'ai pas trouvé non plus de mémoire, etc. Après, ce qu'il faut faire, c'est toujours la même chose, c'est le travail d'archives. C'est aller voir patiemment, s'il y en a en ligne, les archives des journaux, retrouver toutes les interviews, retrouver les passages télé aussi, ça c'est un peu plus facile, grâce au site de l'INA, pour voir si effectivement ces créatrices se situent dans une constellation créatrice féminine, féministe particulière. Alors, pour ce qui concerne Victoria Mass et Tiffany, alors Victoria Mass, je ne sais pas du tout, honnêtement. Voilà. J'ai lu quelques interviews d'elle quand le livre est sorti, le bal des folles que j'ai repris quand j'ai travaillé sur le bal des folles, mais je n'ai pas trouvé. Mais bon, c'est pareil, je n'ai pas tout fait non plus. Et pour ce qui est de Tiffany, que je connais un peu plus, elle se situe plutôt dans une constellation féministe nord-américaine, afro-américaine. Voilà. J'espère que ça vous éclaire. Oui, effectivement. En fait, ça éclaire finalement le fait qu'il n'y a pas vraiment de réseau et de pratique citationnelle, sauf dans le cas de d'Aubonne. Et c'est vrai que je partage assez ce constat. Donc oui, on est assez d'accord finalement par rapport à ce que moi connais. J'ai l'impression qu'on arrive un peu au bout des questions. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, d'autres questions à poser? Comme on n'a pas eu l'intervention de Mireille Pradel, c'est vrai qu'on a le temps et on avait prévu de reprendre la seconde partie à 15h30. On garde ce programme parce que nos intervenantes ont des contraintes au niveau horaire. Donc, on a largement le temps s'il reste des questions, mais aussi on peut faire une pause si vous préférez faire une pause. Donc, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a encore des questions? J'ai vu qu'il y a encore une question sur l'implication de Beauvoir, enfin la non-application de Simone de Beauvoir dans les luttes contre les violences faites aux femmes sur le Framapat, je crois. Vous parlez de la dernière phrase, c'est ça? Oui, il y a eu des critiques formulées, non par des antiféministes, mais par des féministes historiquement impliquées dans la lutte contre les violences à l'égard de Beauvoir. Le reproche étant de n'être pas suffisamment impliquée dans la lutte contre les violences sexuelles. Alors. Oui, de ce que je suis spécialiste de Beauvoir, donc je pense, même si je ne connais pas sa vie heure par heure, minute par minute, et heureusement, parce que sinon ce serait angoissant, j'en connais quand même pas mal.
De ce que j'en sais, effectivement, contrairement à sa sœur Hélène, Simone de Beauvoir n'a pas fondé de centre d'accueil pour les femmes battues, par exemple. Bon, après, de ce que je sais de son existence, Simone de Beauvoir était du genre à donner beaucoup d'argent, mais de manière anonyme, pour pas mal de causes politiques, mais aussi à des personnes, notamment à des femmes en situation de détresse. Donc, après, pour ce qui est de sa participation à des manifestations contre les violences sexuelles, ça, pour le coup, je ne peux pas répondre. Et puis, je pense que les personnes qui ont fait les commentaires en savent bien plus que moi, pour le coup, à ce sujet. Je peux simplement dire que Beauvoir, dans les années 70, fin des années 70 et début des années 80, a préfacé le livre évidemment, j'ai oublié le nom de l'autrice, contre l'excision, qui est un des premiers ouvrages à parler ouvertement de l'excision en France et des mutilations sexuelles féminines en France. Ce qui, à l'époque, n'était pas si courant et c'était encore assez tabou. Et c'était tabou. Donc, alors, qu'elle n'ait pas, oui, encore une fois, qu'elle n'ait pas milité, qu'elle n'ait pas médiatisé ce combat-là, peut-être, mais encore une fois, est-ce qu'elle... Enfin, après, je ne sais pas, il faudrait en fait que je parle avec ces personnes pour qu'elles soient un peu plus précises. Est-ce que ce sont des personnes qui sont allées voir Beauvoir à l'époque et que celle-ci leur a donné une fin de non-recevoir, ce qui serait étonnant de sa part d'après les témoignages que j'en ai. Est-ce qu'il y a eu des demandes aussi par rapport à sa participation à des colloques sur les violences sexuelles, parce qu'elle a quand même fait partie, Beauvoir, des journées de la mutualité organisées en 72 ou 73, justement contre toutes les violences faites aux femmes. Donc, en fait, je vois pas. Il faudrait que les personnes me contactent. Elles peuvent le faire via par exemple, par mon carnet de voyage. Carnet de voyage, par mon carnet de recherche, voyage autour de mon cerveau, où il y a mon adresse mail. Ou sinon, tapez mon nom et puis il y a ma page, la page de mon laboratoire, enfin mon CV sur la page de mon laboratoire, à Babel, de la fac de Toulon, qui apparaît. Il y a mon mail aussi. Donc, moi, voilà ce que je peux répondre. Merci. Je pense qu'on va arrêter là pour les questions. Vous avez le droit de vous reposer aussi un petit peu. Alors, on reprendra à 15h30 comme prévu dans le programme initial pour parler de cadrage de l'image et cadrage de la langue. En fait, on parlera de female gaze et de phallogocentrisme. Ça promet d'être intéressant. Donc, voilà, on se retrouve à 15h30. On va mettre le live sur pause. Est-ce que Eva, tu peux me remettre en note? Et puis, on se dit à tout à l'heure.